Le soleil de Paris pénétrait par les immenses fenêtres du penthouse de l'avenue des Champs-Élysées, illuminant chaque recoin de l'appartement luxueux qui occupait les 3 derniers étages de l'immeuble le plus moderne de la région. Raphaël Mercier observait la ville en contrebas tout en ajustant le nœud de sa cravate italienne, sentant le poids des 15 dernières années de travail acharné. Aujourd'hui serait le jour qui changerait tout, la fusion avec Tech France. Solutions était sur le point de se concrétiser, transformant son entreprise, Mercier Numérique, en la plus grande corporation technologique du pays. À 42 ans, Raphaël avait bâti un empire à partir d'une petite start-up dans le Marais et se trouvait maintenant au sommet, seul, exactement comme il l'avait prévu. La solitude ne l'avait jamais dérangé. Depuis son divorce il y a 8 ans, Raphaël avait consacré chaque seconde à l'entreprise. Il n'avait pas d'enfants, n'entretenait pas de relations durables et sa routine tournait exclusivement autour des réunions, des négociations et des stratégies de marché. Le penthouse était sa forteresse et son équipe d'employés, sa seule compagnie constante. Parmi eux, il y avait Marianne Dubois, la gouvernante qui s'occupait de la propriété depuis 7 ans. Efficace, discrète et absolument fiable, Marianne était la seule personne, à part le chauffeur et l'agent de sécurité, à avoir un accès illimité à la résidence. Marianne était entrée dans la vie de Raphaël à un moment difficile, juste après la faillite d'une ancienne entreprise de nettoyage qui servait l'immeuble. Elle avait désespérément besoin d'un emploi, et Raphaël avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. La chimie professionnelle fut immédiate. Marianne ne posait pas de questions, ne s'ingérait pas et exécutait ses tâches avec une perfection presque obsessionnelle. Ce que Raphaël ignorait, et à quoi il pensait rarement, c'est que Marianne ne vivait pas seule. À l'arrière du penthouse, dans un petit appartement de service qui avait été construit à l'origine pour les chauffeurs, vivait Julia, la fille de 15 ans de Marianne. Julia Dubois était tout ce que sa mère n'avait pas pu être dans sa jeunesse. Alors que Marianne avait abandonné ses études à 16 ans pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille après la séparation de ses parents, Julia était une élève brillante dans une école publique d'un quartier du sud de Paris. La jeune fille dévorait les livres, obtenait d'excellentes notes et rêvait d'étudier le droit à la Sorbonne. Elle avait une intelligence vive et une curiosité insatiable, des caractéristiques qui parfois inquiétaient Marianne. Julia posait trop de questions, observait trop et avait une capacité impressionnante à percevoir des détails que d'autres ignoraient. Ce jeudi matin-là, Julia se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle n'avait cours que l'après-midi, mais quelque chose dans l'air semblait différent. Sa mère était plus tendue, se déplaçant dans la cuisine avec une rigidité dans les épaules que Julia reconnaissait comme un signe d'inquiétude. Marianne préparait un petit déjeuner élaboré, quelque chose qu'elle ne faisait que lorsqu'il y avait des visites importantes. Des viennoiseries fraîches, des charcuteries variées, des fruits coupés artistiquement, des jus naturels. Tout était disposé avec une perfection militaire sur le comptoir en marbre de Carrare. « Vous allez bien, maman ?» demanda Julia, en se servant un verre de jus d'orange. Marianne soupira sans quitter des yeux le plateau qu'elle organisait. « Jour important pour Monsieur Raphaël. Des personnes importantes vont venir ici pour une réunion. Tout doit être parfait. » Julia connaissait cette attitude. Sa mère traitait son travail avec une gravité presque religieuse. Pour Marianne, décevoir Raphaël Mercier serait comme trahir la confiance de quelqu'un qui lui avait donné une seconde chance quand elle en avait le plus besoin. À 10 heures du matin, Raphaël reçut l'appel qui l'attendait. Léonard Lefebvre et Camille Girard, ses associés minoritaires et intermédiaires de la fusion, étaient en route. Raphaël les connaissait depuis 5 ans, depuis qu'ils avaient tous deux investi dans Mercier Numérique lorsque l'entreprise traversait une crise de trésorerie. Léonard était un cadre charismatique de 40 ans, toujours impeccablement vêtu, avec un sourire facile et des mots soigneusement choisis. Camille, quant à elle, avait 35 ans et une réputation d'être impitoyable dans les négociations, mais juste. Ensemble, ils détenaient 15% des actions de l'entreprise, une participation modeste, mais suffisamment significative pour avoir voix au chapitre dans les décisions stratégiques. Raphaël avait décidé de réaliser la signature à domicile pour des raisons pratiques. Il voulait une intimité absolue, loin des regards indiscrets du bureau et de la presse qui rôdaient déjà autour de l'affaire comme des vautours affamés.
Dans le penthouse, il contrôlait toutes les variables. De plus, il y avait quelque chose de symbolique à signer l'accord qui consoliderait son héritage au même endroit où il avait passé tant de nuits blanches à travailler, à planifier, à tout sacrifier pour ce moment. Lorsque la sonnette retentit à 11 heures précises, Marianne alla ouvrir. Léonard et Camille entrèrent, apportant avec eux une énergie différente, presque électrique. Ils saluèrent Raphaël avec de larges sourires et des poignées de main trop fermes. « Nous avons apporté du champagne français pour célébrer après la signature », annonça Léonard en remettant la bouteille à Marianne. Elle acquiesça et porta la boisson à la cuisine. Julia, qui s'était installée dans le salon de télévision adjacent au bureau avec un livre d'histoire, leva les yeux en les voyant passer. Quelque chose chez eux la dérangea immédiatement. Peut-être était-ce la précipitation dans leurs gestes ou la manière dont Camille serrait la poignée de son porte-documents comme si elle transportait quelque chose de trop précieux pour le lâcher. Dans le bureau, Raphaël ouvrit une bouteille de scotch whisky de 20 ans d'âge et servit 3 doses généreuses. « À nos nouveaux départs », trinqua Léonard en levant son verre. Raphaël sourit, mais Camille semblait distraite, regardant sa montre. « Pouvons-nous commencer tout de suite, Raphaël ? Nous avons des contraintes de temps à considérer. La société acheteuse a fixé un délai limite pour aujourd'hui, à 5 heures de l'après-midi. Si nous ne signons et n'enregistrons pas d'ici là, l'affaire tombe à l'eau. » Raphaël fronça les sourcils. Personne n'avait mentionné de délai aussi serré. Depuis quand y a-t-il cette urgence? Léonard intervint rapidement, posant la main sur l'épaule de Raphaël dans un geste qui se voulait amical, mais qui sonna vaguement menaçant. C'est leur protocole légal, Raphaël. Les entreprises de cette envergure fonctionnent ainsi. Nous ne pouvons pas perdre cette opportunité à cause de détails bureaucratiques. Plus vite nous signons, plus vite nous commençons à en récolter les fruits. Pendant ce temps, Julia avait lâché son livre et s'était approchée de la porte entr'ouverte du bureau. Quelque chose n'allait pas. La jeune fille avait un 6e sens pour les tensions, développé après des années à observer les dynamiques de pouvoir dans le monde des riches où sa mère travaillait. L'urgence excessive, les regards échangés entre Léonard et Camille, la façon dont ils parlaient trop vite, comme s'ils essayaient de devancer le raisonnement de Raphaël. Tout cela déclencha une alerte rouge dans l'esprit aiguisé de Julia. Léonard ouvrit un porte-document en cuir véritable et en retira un document épais, attaché, par une agrafe métallique. « Voici, Raphaël, le contrat final. Nous avons tout révisé avec leurs avocats. C'est exactement comme nous l'avons négocié ces dernières semaines. Il ne manque que votre signature sur 5 pages. » Camille se leva et alla près de la fenêtre, manipulant son téléphone portable. Raphaël prit le document et commença à feuilleter les pages. Il y avait presque 40 pages de texte juridique dense, des clauses, des sous-clauses, des annexes. « Cela va prendre du temps pour réviser correctement, » commenta-t-il. « Nous n'avons pas le temps, Raphaël, » lança Camille, se retournant brusquement de la fenêtre. « Soit vous nous faites confiance, soit vous ne nous faites pas confiance. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Pensez-vous vraiment que nous essaierions quelque chose contre vous maintenant ?» Léonard compléta d'une voix plus douce, presque paternelle. « Écoute, mon ami, je sais qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais nous avons déjà passé en revue toutes les virgules de ce contrat. Nos avocats, leurs avocats, tout le monde a approuvé. Vous êtes en sécurité, il suffit de signer. » C'est alors que Marianne apparut à la porte avec un plateau de café frais. Julia était juste derrière elle, regardant par-dessus l'épaule de sa mère. Léonard les regarda toutes les deux avec une irritation mal dissimulée. « Excusez-moi, mais nous avons besoin d'une intimité totale. C'est un moment extrêmement délicat et confidentiel. » Marianne commença à s'excuser, mais Camille fut plus directe. « S'il vous plaît, retirez-vous. Ce n'est pas l'affaire des employés. » La rudesse de la phrase fit rougir Marianne de gêne. Julia sentit une vague de colère monter dans sa poitrine, mais sa mère sortait déjà, murmurant des excuses. Julia n'eut d'autre choix que de la suivre. Dans le couloir, Julia retint le bras de sa mère. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens. » Marianne soupira. « Julia, ce n'est pas notre affaire. »« Mais maman, tu n'as pas vu comment ils agissaient, la précipitation, la grossièreté. Quelque chose est très étrange. » Marianne regarda sa fille avec cette expression fatiguée que Julia connaissait bien, l'expression de quelqu'un qui a appris à ne pas remettre en question ceux qui payent son salaire. « Julia,
Tu es une fille intelligente, mais tu dois comprendre que leur monde n'est pas le nôtre. Nous ne pouvons pas faire de suppositions. Mais Julia ne pouvait pas laisser tomber. Cette sensation inconfortable grandissait en elle comme une tempête sur le point d'éclater. Elle retourna près de la porte du bureau, se positionnant à un angle où elle pouvait voir à travers la petite fente qui était restée ouverte. Ce qu'elle vit dans les minutes suivantes allait tout changer. À travers la fente étroite, Julia avait une vue partielle du bureau. Raphaël était assis à la table en acajou massif, penché sur le contrat, lisant attentivement. Léonard marchait de long en large, parlant sans cesse des avantages, de la fusion, du fait que c'était le bon moment, du fait que la concurrence serait dépassée. Camille restait près de la fenêtre, mais ses doigts tambouraient nerveusement sur le côté de sa cuisse, un geste qui trahissait l'anxiété que son expression faciale tentait de cacher. Raphaël leva la tête et posa une question sur une clause spécifique à la page 17. Léonard répondit par une explication technique si rapide et pleine de jargon qu'elle semblait volontairement confuse. Camille profita de ce moment pour s'approcher de la table, pointant quelque chose sur le document. « Raphaël, regardez ici, cette partie a déjà été discutée et approuvée 3 fois. Nous perdons un temps précieux. À chaque minute qui passe, nous risquons de perdre l'affaire. » C'est alors que cela se produisit. Camille laissa tomber son stylo par terre, juste à côté de la chaise de Raphaël. Quand il se pencha instinctivement pour le ramasser, Léonard se déplaça avec une vitesse surprenante. D'une mallette en cuir marron appuyée contre le mur, il retira un document identique à celui qui était sur la table. En 3 secondes précises, Léonard échangea les contrats. Le mouvement fut si rapide et fluide que, si Julia avait cligné des yeux, elle l'aurait manqué. Mais elle ne cligna pas des yeux. Ses yeux étaient fixés sur la scène, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses propres oreilles. Julia porta la main à la poche de son short et sortit son téléphone portable, un appareil simple que sa mère lui avait offert pour ses 15 ans. Les mains tremblantes d'adrénaline et de peur, elle leva le téléphone à hauteur de ses yeux et commença à filmer à travers la fente. L'image était tremblante, l'angle n'était pas parfait, mais on pouvait voir Léonard tenir 2 documents, un dans chaque main, et effectuer l'échange pendant que Raphaël était encore penché, ramassant le stylo que Camille avait fait tomber exprès. Quand Raphaël se releva, il tenait déjà le stylo récupéré et regardait le document sur la table, sans le moindre soupçon que ce n'était plus le même contrat qu'il était en train de réviser. Léonard retourna à sa place naturellement, comme si rien ne s'était passé, et Camille s'assit sur la chaise à côté de Raphaël, souriant d'une douceur artificielle. « Alors nous pouvons continuer ? Il ne manque que les signatures. » Julia s'éloigna de la porte, sentant ses jambes faibles. Elle devait le dire à quelqu'un, elle devait empêcher cela. Elle courut à la cuisine, où Marianne faisait la vaisselle du petit déjeuner. « Maman, maman, tu dois m'écouter. Ils ont échangé le contrat. Je l'ai vu. J'ai filmé avec mon téléphone. » Marianne ferma le robinet et se retourna, essuyant ses mains sur son tablier. « Quoi, Julia, de quoi parles-tu ? Ils ont échangé le contrat, maman. L'homme, Léonard, il a pris un autre document dans une mallette et l'a échangé pendant que M. Raphaël était distrait. La femme a fait tomber le stylo exprès pour créer la distraction. J'ai tout vu, j'ai même la vidéo. » Marianne plissa les yeux, essayant de comprendre ce que sa fille disait. « Julia, c'est très grave. Es-tu absolument sûre de ce que tu as vu ? Ne pourrait-ce pas être un malentendu ?» Julia déverrouilla son téléphone et montra la vidéo à sa mère. L'image était tremblante et l'angle n'était pas idéal, mais on pouvait voir le mouvement de Léonard avec les 2 documents. Marianne devint pâle. « Mon Dieu, Julia, si c'est vrai, nous parlons d'une escroquerie. Mais et si nous nous trompons ? Si nous entrons là-bas et accusons ces personnes sans preuves suffisantes, je pourrais perdre mon emploi. Pire, ils pourraient nous poursuivre en diffamation. » Julia serra les mains de sa mère. « Maman, tu ne vois pas ? Si nous ne faisons rien, M. Raphaël va signer un faux contrat. Il pourrait tout perdre. Et nous allons rester ici, sachant que nous aurions pu l'éviter. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. » Marianne inspira profondément, sentant le poids de la décision. Pendant 7 ans, elle avait appris à être invisible, à faire son travail sans interférer, à ne jamais poser de questions. Mais sa fille avait raison. Il n'y avait aucun moyen d'ignorer cela. « D'accord, allons-y, mais que Dieu nous protège si nous nous trompons. »
Les deux femmes marchèrent dans le couloir en direction du bureau. Julia sentait son cœur battre la chamade, et Marianne priait à voix basse, demandant du courage. Quand elles arrivèrent à la porte, Marianne frappa légèrement, mais n'attendit pas de réponse. Elle ouvrit la porte avec détermination, entrant avec Julia juste derrière. Raphaël tenait le stylo à la main sur le point de signer la première page du contrat. Léonard et Camille se retournèrent simultanément, avec des expressions de fureur contenues. « J'ai demandé de l'intimité », dit Léonard, la voix basse et dangereuse. Marianne inspira profondément avant de parler. « Monsieur Raphaël, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez savoir avant de signer ce document. » Camille se leva brusquement. « C'est inacceptable. Marianne, vous dépassez toutes les limites. » Raphaël leva la main, demandant le silence. « Laissez-la parler, Camille. Qu'y a-t-il, Marianne ?» La gouvernante regarda Julia, qui fit un pas en avant, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « Monsieur, Raphaël, je les ai vus échanger le contrat. Monsieur Léonard a pris un autre document dans une mallette et a remplacé celui qui était sur la table pendant que vous étiez penché pour ramasser le stylo que Madame Camille a fait tomber exprès. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Léonard fut le premier à réagir, lâchant un rire forcé. « C'est ridicule. Raphaël, allez-vous vraiment croire au fantasme d'une enfant ?» Camille fut plus agressive. « Cette fille invente clairement des histoires pour attirer l'attention. Elle passe probablement la journée entière à s'ennuyer ici, à créer des drames imaginaires. Marianne, vous devriez mieux éduquer votre fille avant qu'elle ne cause de sérieux problèmes. » Julia sentit ses joues brûler d'humiliation, mais elle ne recula pas. « J'ai filmé, j'ai la preuve. » Elle tendit son téléphone à Raphaël, mais Léonard fut plus rapide, essayant de prendre l'appareil des mains de la jeune fille. « Laissez-moi voir cette prétendue preuve. » Julia écarta son bras instinctivement, protégeant son téléphone contre sa poitrine. « Non, je ne le montrerai qu'à monsieur Raphaël. » Raphaël se leva de sa chaise, avec une expression sérieuse que Julia n'avait jamais vue auparavant. « Calmez-vous tous maintenant. Julia, montrez-moi ce que vous avez enregistré. » La jeune fille s'approcha de la table et tendit son téléphone à Raphaël. Il regarda la vidéo 3 fois, approchant l'appareil de ses yeux pour mieux voir. L'enregistrement était tremblant et l'angle ne montrait pas tout clairement, mais on pouvait voir Léonard tenant 2 documents. Léonard rit à nouveau, mais il y avait maintenant une note de nervosité dans sa voix. « Raphaël, cela ne prouve rien. J'ai simplement pris des copies de sécurité dans ma mallette. Nous transportons toujours des copies supplémentaires lors de négociations importantes. C'est le protocole. » Camille acquiesça rapidement. « Exactement. La jeune fille a vu ce qu'elle voulait voir. Elle ne comprend pas comment fonctionnent les négociations d'entreprise. Nous sommes accusés injustement par une adolescente ennuyée et une employée surprotectrice. » Raphaël regarda Julia. Elle tenait ses mains jointes devant son corps, essayant de paraître confiante malgré la peur qu'elle ressentait. Ses yeux, cependant, étaient fermes et honnêtes. Il y avait une conviction qui contrastait avec la nervosité visible sur le visage de Léonard et Camille. Raphaël était un homme d'affaires expérimenté. Il avait passé des décennies à lire les gens, à identifier les mensonges, à détecter les signes de malhonnêteté. Et à ce moment-là, son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas du tout. « Très bien, » dit Raphaël, posant le téléphone sur la table. « Je vais revoir le contrat, mot par mot, clause par clause. S'il n'y a rien de mal, je signe. S'il y a quelque chose, nous aurons une conversation très différente. » Léonard et Camille échangèrent un regard rapide, et c'est dans ce regard que Raphaël vit la confirmation dont il avait besoin. Il y avait de la culpabilité là, et une panique mâle, dissimulée. « C'est absurde, » protesta Camille. « Nous perdons un temps précieux. Le délai est à 5 heures de l'après-midi. » Raphaël la regarda froidement. « Alors je suggère que vous arrêtiez de me faire pression et que vous me laissiez travailler. Asseyez-vous. » Léonard tenta de garder son calme. « Raphaël, nous sommes vos partenaires depuis 5 ans. Allez-vous vraiment nous suspecter à cause d'un enregistrement de téléphone portable tremblant fait par une jeune fille ?» Raphaël ne répondit pas. Il prit le contrat et commença à lire depuis la première page, cette fois avec une attention redoublée. Marianne et Julia restèrent près de la porte, ne sachant pas si elles devaient partir ou rester. Léonard et Camille se rassirent, mais la tension dans l'air était palpable. Les minutes s'étiraient comme des heures.
Raphaël tourna page après page, ses yeux parcourant chaque ligne avec la minutie d'un détective, cherchant des indices. Léonard tamboura du bout des doigts sur la table, essayant de paraître décontracté, mais la sueur qui commençait à perler sur son front le trahissait. Camille manipulait son téléphone, feignant le désintérêt, mais ses mains tremblaient légèrement. Julia observait tout depuis son coin près de la porte, gravant chaque réaction dans sa mémoire. Elle savait qu'elle avait raison, savait qu'elle avait vu l'échange, mais le doute commençait à lui murmurer à l'oreille. Et si, en réalité, il n'avait fait que prendre des copies? Et si elle avait ruiné la vie de sa mère pour un malentendu? Marianne posa la main sur l'épaule de sa fille, un geste discret de soutien. Les deux respiraient à peine, attendant le verdict. Raphaël arriva à la page 25, puis 30, puis 35. Tout semblait être en ordre, exactement comme cela avait été négocié les semaines précédentes. Mais alors, à la page 38, Raphaël s'arrêta. Ses yeux se plissèrent. Il revint quelques pages en arrière, vérifia quelque chose, puis avança à nouveau. Sa mâchoire se serra. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix basse et contrôlée, mais chargée de quelque chose de dangereux. Léonard se pencha en avant, essayant de voir. « Quoi, Raphaël ?» Raphaël désigna une clause spécifique à la fin du document. « Ici, la répartition finale des actions après la fusion. Selon ce contrat, je me retrouverai avec 35%, vous, Léonard, avec 33%, et vous, Camille, avec 32%. »« Oui, et alors ?» répondit Camille, mais sa voix fut moins ferme qu'elle ne le voulait. Raphaël leva les yeux vers elle, et son regard était glacial. « Et alors que dans la version que nous avons négociée, je me retrouverai avec 80% et vous deux vous partageriez les 20% restants. Vous avez complètement inversé la répartition. Si j'avais signé cela, j'aurais perdu le contrôle majoritaire de ma propre entreprise. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Léonard devint blanc. Camille ouvrit la bouche, puis la referma, puis l'ouvrit. À nouveau, mais aucun mot ne sortit. Raphaël se leva lentement, appuyant ses mains sur la table, se penchant en avant. « Vous pensiez vraiment que je n'allais pas m'en apercevoir? Vous pensiez pouvoir me voler mon entreprise juste sous mon nez ?» Léonard se reprit le premier, essayant encore de maintenir une apparence d'innocence. « Raphaël, cela doit être une erreur de frappe. Nos avocats ont dû se tromper en préparant la version finale. Nous pouvons la corriger tout de suite. » Raphaël laissa échapper un rire sans humour. « Erreur de frappe? Ce n'est pas une erreur de frappe, Léonard. C'est une tentative d'escroquerie délibérée. Et la jeune fille vous a vu échanger le document. Tout s'emboîte parfaitement. » Camille se leva, le visage rouge de colère. « Vous allez croire une employée et une enfant contre nous? Contre vos associés ?» Raphaël s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques centimètres. « Je crois ce qui est écrit ici, et je crois ce que mes yeux me disent. Vous deux transpirez, êtes nerveux, essayant désespérément de maintenir une façade. Vous m'avez trahi. » Léonard se leva également, abandonnant toute prétention de cordialité. « Très bien, Raphaël. Vous voulez savoir la vérité? Vous êtes un tyran. Travailler avec vous est impossible. Vous n'écoutez jamais personne, ne partagez jamais le pouvoir, ne reconnaissez jamais le travail des autres. Nous méritions plus. Nous méritions un contrôle réel sur cette entreprise que nous avons aidé à construire. » Camille compléta, la voix pleine de venin. « Et nous allions l'obtenir. Sans cette jeune fille importune et sa mère, vous auriez signé et nous aurions enfin eu ce qui nous revient de droit. » Raphaël désigna la porte. « Sortez maintenant, avant que j'appelle la police. » Léonard prit sa mallette, mais avant de partir, il se tourna vers Raphaël avec un sourire cruel. « Vous pouvez nous expulser, mais cela ne s'arrête pas là. Nous allons détruire votre réputation sur le marché. Quand nous aurons terminé, personne ne voudra faire affaire avec vous. Votre entreprise coulera. » Camille passa devant Marianne et Julia, leur lançant un regard de pure haine. « Vous deux allez regretter de vous être mêlés de ce qui ne vous regarde pas. » La porte se referma avec force et le silence revint remplir le bureau. Raphaël se laissa tomber sur la chaise, passant ses mains sur son visage. Julia et Marianne restèrent là où elles étaient, ne sachant que faire ou dire. Finalement, Raphaël leva les yeux et regarda les deux femmes. « Julia, venez ici. » La jeune fille s'approcha timidement. Raphaël prit son téléphone de la table et le lui rendit. « Vous m'avez sauvé de tout perdre. Si j'avais signé ce contrat, j'aurais livré mon entreprise à deux escrocs.
Comment puis-je vous remercier? Julia déglutit. J'ai juste fait ce qui était juste, monsieur Raphaël. Je ne pouvais pas laisser cela vous arriver. Raphaël regarda Marianne. Et vous, Marianne? Vous avez risqué votre emploi pour me prévenir. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre cela. Marianne baissa les yeux. Vous nous avez donné une opportunité quand personne d'autre ne le faisait. C'était le moins que nous puissions faire. Raphaël resta silencieux un long moment, traitant tout ce qui s'était passé. Puis, avec une détermination renouvelée, il décrocha le téléphone et appela son avocat personnel, maître Henri Martin, un homme de 60 ans qui travaillait avec Raphaël depuis les premiers jours de l'entreprise. « Henri, j'ai besoin de vous ici maintenant. Quelque chose de très grave s'est produit. Pas au téléphone, venez immédiatement. » 40 minutes plus tard, maître Henri arrivait au penthouse. C'était un homme grand, aux cheveux gris, aux lunettes discrètes et à la présence inspirant confiance. Raphaël raconta tout, montra la vidéo de Julia, montra le faux contrat. Henri analysa tout attentivement, posant des questions précises, notant des détails. Quand il eut fini, il enleva ses lunettes et massa l'arête de son nez. « La situation est grave, Raphaël, mais nous avons un problème. Sans le contrat original qu'ils ont apporté, il sera difficile de prouver l'intention d'escroquerie. La vidéo de la jeune fille montre un mouvement suspect, mais un avocat habile pourrait argumenter que c'était exactement ce qu'ils ont dit, simplement en prenant des copies de sécurité. Et quant à l'altération des chiffres, ils peuvent alléguer une erreur de frappe, comme Léonard l'a suggéré. Ce sera votre parole contre la leur. » Raphaël frappa du poing sur la table, frustré. « Alors ils vont s'en tirer impunément, après avoir tenté de me voler. » Henri secoua la tête. « Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que nous avons besoin de preuves plus solides. Nous avons besoin qu'ils s'incriminent de manière claire et univoque. » Raphaël croisa les bras. « Et comment allons-nous faire cela ?» Ce fut Julia qui parla, surprenant tout le monde dans la pièce. « En utilisant leur avidité contre eux-mêmes. » Les trois adultes la regardèrent. Henri leva un sourcil. « Expliquez-vous mieux, jeune fille. » Julia fit un pas en avant, sa voix gagnant en confiance. « Ils sont confiants. Ils pensent avoir presque réussi. Si M. Raphaël feint d'avoir changé d'avis, d'être prêt à renégocier à des conditions encore meilleures pour eux, ils baisseront peut-être complètement leur garde. Et si la maison est équipée de caméras et de microphones cachés, nous pourrions obtenir une confession enregistrée. » Henri regarda Raphaël, puis de nouveau Julia. « Elle a raison, c'est risqué, mais ça peut marcher. Si nous parvenons à leur faire admettre la tentative de fraude par enregistrement, nous aurons des preuves irréfutables. » Raphaël hésita. « Et s'ils se méfient, et s'ils s'aperçoivent du piège ?» Marianne parla pour la première fois depuis l'arrivée de l'avocat. « Ils ne se méfieront pas. Des gens comme ça, qui se croient plus intelligents que tout le monde, sont aveuglés par leur propre arrogance. » Raphaël regarda chaque personne dans la pièce. Sa gouvernante, une femme simple mais sage, sa fille, une adolescente avec une intelligence et un courage qu'il n'avait jamais vu chez quelqu'un de si jeune, son avocat de confiance, toujours pragmatique et loyal, et puis il se regarda lui-même, l'empire qu'il avait construit, tout ce qu'il avait failli perdre. « Très bien, faisons-le. Henri, engagez un détective privé. Quelqu'un de discret qui puisse installer des équipements de surveillance ici sans laisser de traces. » Henri acquiesça. « Je connais la bonne personne, Damien Fournier. Ancien policier, il travaille maintenant dans les enquêtes privées. Il est discret et efficace. Je vais le contacter tout de suite. » Pendant qu'Henri passait l'appel, Raphaël regarda Julia. « Vous êtes une jeune fille très intelligente. » Julia esquissa un demi-sourire. « Ma mère dit toujours que je lis trop. Je suppose que les livres m'ont appris à faire attention aux détails. » Le lendemain matin, Damien Fournier arriva au penthouse, apportant 2 valises noires et une expression professionnelle qui inspirait la compétence. C'était un homme d'une 50aine d'années, petit et compact, avec des yeux vifs qui semblaient capter chaque détail de l'environnement. Henri le présenta à Raphaël et les 2 hommes discutèrent quelques minutes du plan. Damien écouta tout en silence, posant des questions précises, notant des informations dans un petit carnet à couverture noire. « J'aurai besoin de 3 heures pour tout installer correctement, » expliqua Damien, ouvrant les valises pour montrer l'équipement. Des microphones directionnels, des caméras cachées dans des objets décoratifs, des transmetteurs.
Tout sera enregistré en haute définition. Vous aurez l'audio et la vidéo de tout ce qui se passera dans cette pièce. Raphaël acquiesça. Faites ce que vous devez faire. Pendant que Damien travaillait, transformant le bureau en une salle de surveillance sophistiquée, Raphaël répétait ce qu'il dirait à Léonard et Camille. Il devait paraître convaincant, désespéré, peut-être même un peu abattu. Il devait leur faire croire qu'ils étaient en train de gagner. Marianne préparait le café dans la cuisine et Julia étudiait dans le salon, mais toutes deux étaient aussi tendues que Raphaël. L'atmosphère du Penthouse était chargée d'anticipation et de nervosité. Quand Damien eut terminé, il fit une démonstration à Raphaël. Il installa un petit moniteur dans une pièce à l'arrière, où Henri et lui-même resteraient pendant la réunion. Tout ce qui serait dit ou fait dans le bureau serait capturé. Raphaël regarda les caméras cachées, pratiquement invisibles, dissimulées dans un cadre photo, dans une horloge de table, dans une plante artificielle. Le travail de Damien était impeccable. « C'est prêt ?» demanda Henri. Raphaël inspira profondément. « Je le suis. Faisons l'appel. » Il prit son téléphone et composa le numéro de Léonard. L'appel fut décroché au 3e bip. « Léonard, c'est moi. Nous devons parler. » Il y eut un silence de l'autre côté, puis la voix de Léonard prudente. « Raphaël, je ne m'attendais pas à votre appel. Après hier, je pensais que nous ne nous parlerions plus jamais. » Raphaël fit en sorte que sa voix sonne fatiguée, presque vaincue. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je suis vraiment un tyran qui n'écoute jamais personne. » Un autre silence, plus long. Léonard était en train de digérer, méfiant. « Où voulez-vous en venir, Raphaël ? » « Je veux renégocier. Je veux que nous revenions à la table. Mais cette fois à des conditions qui vous soient vraiment justes. Peut-être que vous méritez plus que ce que j'étais prêt à donner. » Cette fois, la pause fut différente. Raphaël pouvait presque entendre les neurones de Léonard travailler, calculer, mesurer l'opportunité. « Et que proposez-vous exactement ? » « Venez ici cet après-midi, à 15 heures. Nous discuterons d'une nouvelle répartition, une qui reconnaisse votre travail, une vraie répartition. » Léonard ne répondit pas immédiatement. Finalement, il dit « Je vais parler à Camille et je vous rappelle. » Il raccrocha. Raphaël posa son téléphone sur la table et regarda Henri. « Il a mordu à l'hameçon ?» Henri sourit discrètement. « Il a mordu. Maintenant, il reste à savoir s'ils vont avaler l'hameçon entier. » Une demi-heure plus tard, Léonard rappela. « Nous serons là à 15 heures précises. Mais Raphaël, pas de jeu. Si c'est un piège, nous vous poursuivrons, vous et vos employés, pour tout ce que vous avez. » Raphaël garda un ton soumis. « Pas de jeu, Léonard. Je veux juste arranger les choses. » Quand l'appel fut terminé, Raphaël s'autorisa un sourire froid. « Ils viendront. » Damien vérifia tout l'équipement une fois de plus, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Henri révisa les questions légales, garantissant que l'enregistrement serait admissible comme preuve. Marianne et Julia reçurent l'instruction de rester hors du bureau pendant toute la réunion, mais elles pourraient tout regarder sur le moniteur installé dans la pièce du fond. À 2h50, le Penthouse était dans un silence absolu. Raphaël s'assit dans le bureau, révisant mentalement son rôle. Il devait être convaincant. Il devait faire croire à Léonard et Camille qu'ils avaient gagné, qu'il était brisé et prêt à tout faire. À 3 heures précises, la sonnette retentit. Marianne ouvrit et guida les visiteurs jusqu'au bureau. Léonard et Camille entrèrent avec des expressions prudentes, mais il y avait une lueur de cupidité mal dissimulée dans leurs yeux. Raphaël se leva pour les saluer, gardant une posture légèrement courbée, vaincu. « Merci d'être venu. Je sais que les choses ont dégénéré hier. » Léonard et Camille s'assirent, observant Raphaël attentivement. « Alors, » commença Léonard, « à quoi devons-nous ce changement de cœur ?» Raphaël feignit d'hésiter, passant la main dans ses cheveux. « J'ai passé la nuit à revoir les 5 dernières années. Vous avez toujours été à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous avez investi quand personne d'autre ne croyait. Et je vous ai traités comme des employés, pas comme de vrais associés. C'était injuste. » Camille croisa les jambes, observant Raphaël attentivement. « Continuez. Je veux proposer une nouvelle répartition. 40% pour moi, 30% pour chacun de vous.
Vous aurez un droit de veto sur les décisions importantes, une participation réelle, pas seulement symbolique. » Léonard et Camille échangèrent un regard rapide. C'était bien plus que ce qu'ils attendaient, bien plus que ce qu'ils avaient tenté de voler la veille. « Et la fusion avec Tech France ?» demanda Léonard. « Oubliez la fusion. Nous allons grandir seuls, mais ensemble, comme de vrais partenaires. » Raphaël baissa les yeux, se rendant vulnérable. « Je ne peux pas vous perdre. Vous êtes les seules personnes en qui je peux encore avoir confiance. » Léonard se pencha en arrière dans sa chaise, un lent sourire se formant sur son visage. « Raphaël, je ne m'attendais pas à ce niveau de maturité de votre part. » Camille, cependant, semblait toujours méfiante. « Pourquoi ce changement soudain? Hier, vous étiez prêt à nous dénoncer à la police. Aujourd'hui, vous nous offrez pratiquement la moitié de l'entreprise. » Raphaël la regarda directement. « Parce que j'ai réalisé que j'étais seul, complètement seul. J'ai bâti un empire, mais je n'ai personne. Ni famille, ni vrais amis. Juste des employés qui travaillent parce que je paie. Vous êtes ce que j'ai de plus proche d'une famille. » Ce fut la note de solitude, de faiblesse émotionnelle, qui finit par convaincre Camille. Son visage s'adoucit. Raphaël soupira profondément. « J'ai juste une question. Hier, ce contrat, était-ce vraiment juste une erreur de frappe ?» Léonard et Camille se tendirent à nouveau. « Pourquoi cette question ?» demanda Léonard, la voix prudente. « Parce que si vous avez vraiment essayé de me tromper, je dois le savoir. Je dois savoir si vous êtes capable d'être honnête avec moi maintenant, en ce nouveau départ. » Léonard regarda Camille qui fit un léger signe de tête. Alors Léonard sourit, et c'était un sourire de pure arrogance. « Vous voulez savoir la vérité, Raphaël? Oui, nous avons échangé le contrat. Oui, nous avons modifié les chiffres. Nous avons tout planifié dans les moindres détails. » Raphaël feignit le choc, bien qu'il ressentît une vague de triomphe à l'intérieur. « Pourquoi ?» Léonard se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Parce que vous ne nous laissiez pas le choix. Vous êtes un dictateur, Raphaël. Vous preniez toutes les décisions seul. Nous n'étions que des investisseurs silencieux. Nous voulions un pouvoir réel et vous ne l'auriez jamais donné de bon gré. Alors nous avons décidé de le prendre. » Camille compléta, se levant également. « Et la fusion, c'était aussi une partie de l'arnaque ?» Camille laissa échapper un court rire. « Fusion? Il n'y a pas de fusion, Raphaël. Tech France Solutions est une entreprise fantôme que nous avons créée. Le plan était que vous signiez le contrat, nous transférant le contrôle, et ensuite nous découvririons que la société acheteuse était une fraude. Vous perdriez tout, et nous prendrions le contrôle de Mercier Numérique entièrement. » Raphaël se leva lentement, feignant l'incrédulité. « Vous avez prévu de me voler tout ce que j'ai construit en 15 ans ?» Léonard se détourna de la fenêtre, les yeux brillants. « Oui, et nous aurions réussi sans cette jeune fille importune. Mais maintenant, avec votre offre généreuse, nous n'avons plus besoin d'arnaque. Vous nous donnez ce que nous voulions, volontairement. » Le silence qui suivit la confession de Léonard fut bref, mais chargé de sens. Raphaël garda l'expression de choc imprimée sur son visage, mais à l'intérieur, il ressentait une profonde satisfaction. Ils avaient tout avoué. Chaque mot serait enregistré, chaque aveu de culpabilité enregistré en audio et vidéo haute définition. C'était plus que suffisant pour les poursuivre pénalement et s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais occuper de poste de direction dans aucune entreprise du pays. Camille s'approcha de Raphaël, posant sa main sur son épaule dans un geste qui se voulait réconfortant, mais qui était en réalité condescendant. « Mais ne vous inquiétez pas, Raphaël, tout cela est du passé. Maintenant, nous serons de vrais associés. Vous n'avez plus rien à craindre de nous. Nous sommes tous du même côté maintenant. » Léonard se rassit, croisant les jambes, avec une décontraction qui montrait à quel point il se sentait en sécurité à ce moment-là. « Alors, où sont les nouveaux contrats? Allons signer et sceller ce nouveau départ. » Raphaël marcha lentement jusqu'à la porte du bureau, puis, dans un mouvement qui prit Léonard et Camille complètement au dépourvu, il ouvrit la porte en grand. Henri Martin entra, suivi de Damien Fournier, qui portait une tablette affichant les enregistrements. Juste derrière eux, 2 enquêteurs de la police judiciaire entrèrent dans la pièce, s'identifiant avec leurs insignes. Le visage de Léonard pâlit instantanément. Camille se leva d'un bond, regardant autour d'elle comme un animal acculé. « Qu'est-ce que c'est, Raphaël? Que se passe-t-il »
Léonard tenta de garder un certain contrôle sur sa voix, mais elle sortait tremblante. Raphaël laissa enfin tomber le masque de soumission. Son expression devint dure comme le granit. « Ceci, Léonard, c'est la fin du chemin pour vous deux. Tout ce que vous avez dit ces 15 dernières minutes a été enregistré. Les caméras ont capté chaque mot, chaque geste. Vous avez avoué une tentative d'escroquerie, de fraude d'entreprise, de complot pour détournement de fonds. » Camille fit un pas vers Raphaël, le visage tordu de fureur. « Vous nous avez tendu un piège. Ce n'est pas admissible au tribunal. Cela a été obtenu sous de faux prétextes. » Henri intervint, sa voix calme et professorale. En fait, selon la législation française, les enregistrements réalisés par l'une des parties impliquées dans la conversation sont parfaitement admissibles comme preuve, surtout lorsqu'il existe des indices préalables d'activité criminelle. Et considérant que nous avions déjà la vidéo faite par mademoiselle Julia montrant l'échange des documents, il y avait une justification légale suffisante pour cette opération. L'un des enquêteurs s'approcha de Léonard. « Monsieur Léonard Lefebvre et Madame Camille Girard, vous êtes arrêtés pour être interrogés concernant une tentative d'escroquerie et d'association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un avocat présent pendant l'interrogatoire. » Léonard tenta d'argumenter. « C'est absurde. Nous n'avons rien fait qui puisse être prouvé. Ce n'était qu'une conversation. Nous n'avons pas réellement commis d'acte criminel. » Damien, qui était resté silencieux jusqu'alors, tourna la tablette pour que Léonard et Camille puissent voir. Sur l'écran, l'enregistrement montrait clairement le moment où Léonard admettait avoir échangé les contrats et où Camille révélait que la société de fusion était une imposture. « Votre avocat aura beaucoup de travail, » commenta Damien d'un ton neutre. « Vous n'avez pas seulement avoué la tentative d'hier, vous avez également révélé un schéma de fraude plus élaboré, impliquant la création d'une entreprise fantôme pour commettre un détournement de patrimoine. » Camille regarda Raphaël avec une haine pure dans les yeux. « Vous allez le payer, Raphaël. Nous vous poursuivrons sous tous les angles possibles. Nous détruirons votre réputation. Quand nous aurons terminé, personne ne voudra faire affaire avec vous. » Raphaël fit un pas vers elle, gardant la voix basse mais ferme. « Vous avez tenté de me voler tout ce que j'ai construit. Vous avez tenté de détruire 15 ans de travail, et vous pensez avoir le droit de me menacer ?» Les enquêteurs escortèrent Léonard et Camille hors du bureau. Alors qu'ils passaient dans le couloir, Marianne et Julia étaient immobiles près de la porte de la cuisine, observant en silence. Léonard s'arrêta en voyant Julia, pointant un doigt accusateur dans sa direction. « Tout cela est de votre faute, jeune fille importune. Si vous étiez restée à votre place, rien de tout cela ne serait arrivé. » Julia le regarda sans peur. « Si j'étais restée à ma place, vous auriez détruit la vie d'une bonne personne. Je préfère être importune qu'être complice d'une injustice. » La réponse fit taire Léonard. Les enquêteurs le guidèrent vers la porte, et en quelques minutes, le Pentouse retrouva son silence. Raphaël se laissa tomber sur le canapé du salon, sentant le poids de tout ce qui s'était passé. Henri s'assit à ses côtés. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Raphaël. Ils auraient détruit votre entreprise et votre vie. Maintenant, ils devront répondre pénalement de leurs actes. » Damien rangea son équipement et prit congé, laissant des copies de tous les enregistrements à Henri et aux enquêteurs. Marianne prépara du café frais et l'apporta à Raphaël, qui l'accepta avec gratitude. Julia resta debout, ne sachant pas exactement quoi faire. Raphaël la regarda longuement, puis lui fit signe de s'approcher. « Asseyez-vous ici, Julia. » La jeune fille s'assit dans le fauteuil à côté du canapé. Raphaël prit une gorgée de café avant de parler. « Sans vous, j'aurais tout perdu. Non seulement mon entreprise, mais tout mon patrimoine. Ils avaient planifié cela en détail. Ils ont créé une fausse entreprise, falsifié des documents. C'est le genre d'escroquerie qui prend des années à être découverte, si tant est qu'elle le soit. Mais vous avez fait attention. Vous avez vu quelque chose qui n'allait pas, et vous avez eu le courage d'agir. » Julia baissa les yeux. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. N'importe qui ferait la même chose. » Raphaël secoua la tête. « Non, Julia. La plupart des gens auraient ignoré, auraient pensé que ce n'était pas leur affaire, qu'ils ne devaient pas s'en mêler. Mais pas vous. Vous avez risqué la sécurité de votre mère, risqué des représailles, et pourtant vous avez agi. C'est du vrai courage. » Marianne, qui était près de la porte, sentit ses yeux s'embuer. Raphaël continua. « Je veux faire quelque chose pour vous deux.
Quelque chose qui montre ma gratitude de manière concrète. Marianne, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus gouvernante. Vous êtes directrice administrative de ce penthouse et de toutes mes propriétés. Votre salaire sera triplé, avec des avantages complets, une assurance santé premium et un bonus annuel équivalent à 3 mois de salaire. Marianne porta les mains à sa bouche, choquée. « Monsieur Raphaël, je ne sais pas quoi dire. C'est trop généreux. » Raphaël leva la main, indiquant qu'il n'avait pas terminé. « Et Julia, vous irez étudier dans la meilleure école privée de Paris. Bourse complète, tous les matériaux payés, transport inclus. De plus, je crée un fonds fiduciaire à votre nom. Quand vous aurez 18 ans, vous aurez accès à des ressources suffisantes pour payer n'importe quelle université que vous choisirez, en France ou à l'étranger. » Julia resta silencieuse, traitant ce qu'elle venait d'entendre. C'était beaucoup, c'était trop. Cela changerait complètement leur vie. « Monsieur Raphaël, je n'ai pas besoin de tout cela. Vous faites déjà tant pour nous. » Raphaël sourit pour la première fois depuis que tout avait commencé. « Je sais que vous n'en avez pas besoin, mais je veux le faire. Vous m'avez sauvé et maintenant, je veux m'assurer que vous ayez toutes les opportunités que vous méritez. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Marianne assuma ses nouvelles responsabilités avec la même dévouement qu'elle avait toujours montré, mais maintenant avec l'autorité d'embaucher une équipe complète d'employés et de gérer toute l'infrastructure des propriétés de Raphaël. Julia commença à l'École internationale de Paris, l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville. La transition fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le premier jour d'école, Julia sentit le poids des regards. Son sac à dos était neuf, mais il n'était pas de marque. Son uniforme était impeccable, mais elle n'avait pas le même air d'aisance que les autres élèves qui avaient passé toute leur vie dans ce monde de privilèges. Pendant la récréation, un groupe de filles s'approcha. La leader, une fille blonde nommée Blanche, regarda Julia de haut en bas. « Tu es la nouvelle boursière, n'est-ce pas? La fille que Raphaël Mercier finance. » Julia leva le menton, refusant de paraître intimidée. « Oui. Et alors ?» Blanche rit et les autres filles l'accompagnèrent. « Rien. J'ai juste trouvé ça intéressant. Tu dois être très intelligente pour réussir à duper un homme riche comme ça. Ou très intelligente. Ou très autre. Chose. » L'insinuation était claire et cruelle. Julia sentit son visage brûler, mais elle garda sa voix ferme. « Je n'ai dupé personne. J'ai fait ce qui était juste, et j'ai été reconnue pour cela. » Les jours suivants, les rumeurs se répandirent. Julia était la protégée, la favorite, celle qui ne méritait pas d'être là. Certains professeurs la traitaient avec méfiance, comme si elle était une intruse qui ne s'intégrait pas. D'autres élèves l'évitaient, ne voulant pas s'associer avec quelqu'un d'origine modeste. Mais Julia ne renonça pas. Elle se concentra sur ses études, obtint les meilleures notes de la classe dans toutes les matières, et commença lentement à gagner le respect, non pas pour son origine, mais pour son mérite. 2 mois après avoir commencé dans sa nouvelle école, l'événement qui changerait complètement la perception de ses camarades sur Julia se produisit. La professeure de philosophie et d'éthique, Dr Hélène Lefebvre, une femme de 60 ans avec des décennies d'expérience en éducation, proposa un projet spécial. Chaque élève devait partager une histoire personnelle, impliquant un dilemme éthique, et la manière dont il l'avait géré. La classe accueillit la proposition avec peu d'enthousiasme. La plupart venaient de familles riches où les plus grandes difficultés étaient de décider quelle voiture recevoir en cadeau d'anniversaire. Quand ce fut le tour de Julia, elle se tint debout devant la classe. Elle inspira profondément et commença à raconter son histoire. Elle parla d'être la fille d'une gouvernante, de vivre à l'arrière d'un luxueux penthouse, d'avoir été témoin d'une tentative d'escroquerie. Elle ne mentionna pas de nom, respectant la vie privée de Raphaël, mais décrivit en détail le moment où elle avait vu l'échange des contrats, la décision de risquer l'emploi de sa mère pour faire ce qui était juste, la peur qu'elle avait ressentie en affrontant des adultes puissants. La salle fut plongée dans un silence absolu. Blanche, qui avait toujours été la plus critique, avait les yeux écarquillés. Julia continua, parlant de l'intégrité qui n'a pas de prix, de la façon dont faire ce qui est juste signifie parfois tout risquer, de la façon dont le vrai caractère d'une personne est révélé lorsqu'elle doit choisir entre le confort de l'omission et la difficulté de la vérité. Quand elle eut terminé,
Il y eut un moment de silence, puis Dr Hélène commença à applaudir. Lentement, d'autres élèves se joignirent, jusqu'à ce que toute la salle soit debout, applaudissant. Après le cours, Blanche s'approcha de Julia dans le couloir. « Je t'ai mal jugé. Je pensais que tu n'étais qu'une opportuniste de plus. Mais tu es réelle. » Julia esquissa un demi-sourire. « Tout le monde est réel, Blanche. Seulement, nous ne montrons pas toujours qui nous sommes vraiment. » À partir de ce jour, Julia conquit sa place. Elle n'était plus la boursière, la protégée, l'intruse. Elle était Julia, la jeune fille qui avait eu le courage d'affronter ce qui était faux. Pendant ce temps, Léonard et Camille faisaient face aux conséquences de leurs actes. La procédure pénale avançait rapidement. Avec les enregistrements comme preuve irréfutable, leurs avocats avaient peu de marge de manœuvre. Ils tentèrent de négocier des accords, mais Raphaël fut inflexible. Il voulait que justice soit pleinement rendue. Au cours des enquêtes, il fut découvert que Léonard et Camille avaient déjà tenté des escroqueries similaires avec d'autres entrepreneurs par le passé, mais avaient toujours réussi à s'en sortir faute de preuves. Cette fois, ils n'auraient pas la même chance. Le procès eut lieu 6 mois après la tentative d'escroquerie. Raphaël, Marianne et Julia témoignèrent. Les enregistrements furent diffusés dans la salle d'audience et la réaction fut immédiate. Le juge, un homme sérieux d'une 50aine d'années, observa Léonard et Camille avec une désapprobation évidente. Quand vint le moment de la sentence, sa voix résonna dans la salle. « Léonard Lefebvre et Camille Girard, vous avez été reconnus coupables de tentatives d'escroquerie qualifiée, de fraude d'entreprise et d'association de malfaiteurs. Compte tenu de la gravité des faits, de la préméditation évidente et de l'historique de conduite similaire, je vous condamne tous deux à 6 ans de réclusion en régime de détention ferme. » Léonard tenta de protester, mais fut réduit au silence par le juge. « Outre la peine privative de liberté, vous rembourserez intégralement les victimes des escroqueries antérieures identifiées pendant l'enquête. Tous vos biens seront bloqués et liquidés à cette fin. » Camille baissa la tête, vaincue. Alors qu'ils étaient emmenés hors de la salle, Léonard lança un dernier regard à Raphaël. Ce n'était plus de la haine ou de l'arrogance. C'était vide, le regard de quelqu'un qui a tout perdu. Inspiré par le courage de Julia, Raphaël décida de faire quelque chose de plus grand. Il créa le programme Talent Invisible, une initiative qui offrait des bourses d'études complètes aux enfants des employés des entreprises participantes. Le programme comprenait non seulement l'éducation, mais aussi des mentorats, des cours de formation professionnelle et un soutien psychologique. La réponse fut immédiate. Des dizaines d'entreprises adhérèrent à l'initiative et en moins d'1 an, plus de 200 enfants et adolescents recevaient des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. L'histoire de Raphaël et Julia fit les gros titres. Des magazines d'affaires écrivirent des articles sur la façon dont un geste d'honnêteté avait sauvé un empire et inspiré une transformation sociale. Raphaël fut invité à des conférences, des émissions de télévision, des événements d'entreprise. Il emmenait toujours Julia avec lui, lui attribuant le mérite du courage qui avait tout changé. La jeune fille, maintenant âgée de 16 ans, avait appris à parler en public avec la même confiance qu'elle avait montrée ce jour fatidique dans le penthouse. 1 an après le procès, Raphaël reçut une notification inattendue. Léonard, maintenant en prison, avait demandé une visite. Raphaël hésita. Une partie de lui voulait refuser, voulait laisser Léonard pourrir seul avec ses choix. Mais une autre partie, celle que Julia avait aidé à réveiller, ressentait de la curiosité. Il décida d'accepter, mais seulement si Julia était prête à l'accompagner. Elle accepta sans hésiter. La prison se trouvait dans la région parisienne, un complexe gris et intimidant entouré de hauts murs. Raphaël et Julia subirent 3 contrôles de sécurité avant d'être conduits à la salle des visites. Léonard était assis de l'autre côté d'une table métallique, portant un uniforme orange délavé. Il avait maigri, son visage était plus vieilli, ses yeux avaient perdu cette lueur d'arrogance qui les avait toujours caractérisés. Léonard regarda Julia longuement avant de parler. « Merci d'être venu. Je sais que je ne le mérite pas. » Julia s'assit, gardant une posture droite. « Pourquoi avez-vous demandé à nous voir ?» Léonard soupira, passant ses mains sur son visage. « Parce que j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Vous ne m'avez pas seulement empêché de commettre une escroquerie, vous m'avez sauvé de quelque chose de bien pire. » Raphaël fronça les sourcils.
De quoi parlez-vous? Léonard regarda ses propres mains. Tech France Solutions, l'entreprise fantôme que nous avons créée. Ce n'était pas seulement la nôtre. Nous avions des associés, des personnes dangereuses, des personnes qui n'acceptent pas les échecs. Si nous avions réussi à voler votre entreprise, Raphaël, nous ne l'aurions pas gardé. Nous aurions dû reverser la majeure partie des bénéfices à ces personnes. Et si quelque chose avait mal tourné, s'ils avaient décidé que nous avions échoué, Camille et moi ne serions pas en prison. Nous serions dans une situation bien pire. Julia traita l'information. Vous dites que des personnes dangereuses étaient derrière l'escroquerie? Léonard acquiesça. Très dangereuses. Quand nous avons été arrêtés, elles ont disparu. Elles se sont complètement volatilisées. Camille et moi avons coopéré avec la police. Nous avons livré tout ce que nous savions. Cela nous a valu une réduction de peine, mais plus important encore, cela nous a gardés en vie. Si l'escroquerie avait réussi, nous aurions finalement déçu ces personnes. Et alors? Il ne compléta pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Raphaël se pencha en arrière dans sa chaise, surpris. « Alors vous nous remerciez de vous avoir empêchés ?» Léonard esquissa un sourire amer. « Oui, je sais que cela semble étrange. J'ai tout perdu, ma liberté, ma réputation, mes biens. Mais je suis en vie. Et pour la première fois depuis des années, je peux dormir sans craindre de me réveiller avec un problème que je ne peux pas résoudre. » Julia regarda Léonard dans les yeux. « Vous sortirez d'ici dans quelques années. Que ferez-vous » Léonard resta silencieux un instant. « Recommencer. Pour de bon, cette fois. Sans raccourci, sans arnaque. Je sais que ça semble improbable, mais la prison m'a donné le temps de réfléchir, de réaliser que la cupidité m'a consumé. Camille ressent la même chose. Nous suivons des cours ici. Nous travaillons à la réinsertion. Peut-être que, quand nous sortirons, nous pourrons faire quelque chose d'utile de nos vies. » La visite se termina peu après. Sur le chemin du retour, Julia resta silencieuse, traitant tout ce qu'elle avait entendu. Raphaël finit par demander « À quoi pensez-vous » Julia regarda par la fenêtre de la voiture. « Je pense que les gens sont compliqués. Léonard a essayé de nous voler. Il a fait du mal à beaucoup de monde. Mais il est toujours humain. Il peut encore changer. Je ne sais pas si je pardonnerai ce qu'il a fait, mais je peux avoir de la compassion pour la personne qu'il pourrait devenir. » Raphaël sourit. « Vous êtes plus sage que beaucoup d'adultes que je connais, Julia. » La jeune fille haussa les épaules. « J'ai juste appris à faire attention. Comme vous le dites toujours, les détails comptent. » 2 mois plus tard, Raphaël avait une autre surprise de prévue. Il convoqua une réunion avec Marianne et Julia dans son bureau, le même où tout avait commencé. Quand elles arrivèrent, un avocat était présent, tenant un porte-document. « J'ai quelque chose pour vous deux, » commença Raphaël. « Marianne, voici l'acte de propriété d'un appartement. 3 chambres, 2 places de parking, dans un excellent quartier du sud de Paris. Il est entièrement payé et meublé. Il est à vous. » Marianne resta sans voix, les mains tremblantes en prenant le document. « Monsieur Raphaël, je ne peux pas accepter cela. C'est trop. » Raphaël secoua la tête. « Vous pouvez, et vous allez accepter. Vous avez changé ma vie, Marianne, vous et votre fille. C'est juste une petite façon de vous remercier. » Puis il se tourna vers Julia. « Et vous, Julia, le fonds fiduciaire que j'ai créé a une valeur supérieure à ce que j'avais mentionné à l'origine. Quand vous aurez 18 ans, vous y aurez un accès illimité. Ce sera suffisant pour payer n'importe quelle université, et il vous en restera pour commencer votre propre vie, comme vous le choisirez. » Julia sentit ses yeux s'embuer, mais elle garda sa voix ferme. « Merci, monsieur Raphaël, mais je promets que j'utiliserai tout cela pour faire une différence dans la vie d'autres personnes. Je n'oublierai pas d'où je viens. » Raphaël sourit. « Je sais que vous ne l'oublierez pas, c'est pourquoi je vous fais confiance. » Les 3 mois suivants furent un tourbillon de changements. Marianne assuma ses nouvelles responsabilités avec la même dévouement qu'elle avait toujours montré, mais maintenant avec l'autorité d'embaucher une équipe complète d'employés et de gérer toute l'infrastructure des propriétés de Raphaël. Julia commença à l'École internationale de Paris, l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville. La transition fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Au premier jour d'école, Julia sentit le poids des regards. Son sac à dos était neuf, mais il n'était pas de marque.
Son uniforme était impeccable, mais elle n'avait pas le même air d'aisance que les autres élèves qui avaient passé toute leur vie dans ce monde de privilèges. Pendant la récréation, un groupe de filles s'approcha. La leader, une fille blonde nommée Blanche, regarda Julia de haut en bas. « Tu es la nouvelle boursière, n'est-ce pas? La fille que Raphaël Mercier finance. » Julia leva le menton, refusant de paraître intimidée. « Oui, et alors ?» Blanche rit et les autres filles l'accompagnèrent. « Rien. J'ai juste trouvé ça intéressant. Tu dois être très intelligente pour réussir à duper un homme riche comme ça, ou très intelligente, ou très autre chose. » L'insinuation était claire et cruelle. Julia sentit son visage brûler, mais elle garda sa voix ferme. « Je n'ai dupé personne. J'ai fait ce qui était juste et j'ai été reconnue pour cela. » Les jours suivants, les rumeurs se répandirent. Julia était la protégée, la favorite, celle qui ne méritait pas d'être là. Certains professeurs la traitaient avec méfiance, comme si elle était une intruse qui ne s'intégrait pas. D'autres élèves l'évitaient, ne voulant pas s'associer avec quelqu'un d'origine modeste. Mais Julia ne renonça pas. Elle se concentra sur ses études, obtint les meilleures notes de la classe dans toutes les matières et commença lentement à gagner le respect, non pas pour son origine, mais pour son mérite. 2 mois après avoir commencé dans sa nouvelle école, l'événement qui changerait complètement la perception de ses camarades sur Julia se produisit. La professeure de philosophie et d'éthique, Dr Hélène Lefebvre, une femme de 60 ans avec des décennies d'expérience en éducation, proposa un projet spécial. Chaque élève devait partager une histoire personnelle impliquant un dilemme éthique et la manière dont il l'avait géré. La classe accueillit la proposition avec peu d'enthousiasme. La plupart venèrent de familles riches où les plus grandes difficultés étaient de décider quelle voiture recevoir en cadeau d'anniversaire. Quand ce fut le tour de Julia, elle se tint debout devant la classe. Elle inspira profondément et commença à raconter son histoire. Elle parla d'être la fille d'une gouvernante, de vivre à l'arrière d'un luxueux penthouse, d'avoir été témoin d'une tentative d'escroquerie. Elle ne mentionna pas de nom, respectant la vie privée de Raphaël, mais décrivit en détail le moment où elle avait vu l'échange des contrats, la décision de risquer l'emploi de sa mère pour faire ce qui était juste, la peur qu'elle avait ressentie en affrontant des adultes puissants. La salle fut plongée dans un silence absolu. Blanche, qui avait toujours été la plus critique, avait les yeux écarquillés. Julia continua, parlant de l'intégrité qui n'a pas de prix, de la façon dont faire ce qui est juste signifie parfois tout risquer, de la façon dont le vrai caractère d'une personne est révélé lorsqu'elle doit choisir entre le confort de l'omission et la difficulté de la vérité. Quand elle eut terminé, il y eut un moment de silence, puis Dr Hélène commença à applaudir. Lentement, d'autres élèves se joignirent, jusqu'à ce que toute la salle soit debout, applaudissant. Après le cours, Blanche s'approcha de Julia dans le couloir. « Je t'ai mal jugé. Je pensais que tu n'étais qu'une opportuniste de plus. Mais tu es réelle. » Julia esquissa un demi-sourire. « Tout le monde est réel, Blanche. Seulement, nous ne montrons pas toujours qui nous sommes vraiment. » À partir de ce jour, Julia conquit sa place. Elle n'était plus la boursière, la protégée, l'intruse. Elle était Julia, la jeune fille qui avait eu le courage d'affronter ce qui était faux. Pendant ce temps, Léonard et Camille faisaient face aux conséquences de leurs actes. La procédure pénale avançait rapidement. Avec les enregistrements comme preuve irréfutable, leurs avocats avaient peu de marge de manœuvre. Ils tentèrent de négocier des accords, mais Raphaël fut inflexible. Il voulait que justice soit pleinement rendue. Au cours des enquêtes, il fut découvert que Léonard et Camille avaient déjà tenté des escroqueries similaires avec d'autres entrepreneurs par le passé, mais avaient toujours réussi à s'en sortir faute de preuves. Cette fois, ils n'auraient pas la même chance. Le procès eut lieu 6 mois après la tentative d'escroquerie. Raphaël, Marianne et Julia témoignèrent. Les enregistrements furent diffusés dans la salle d'audience et la réaction fut immédiate. Le juge, un homme sérieux d'une 50aine d'années, observa Léonard et Camille avec une désapprobation évidente. Quand vint le moment de la sentence, sa voix résonna dans la salle. « Léonard Lefebvre et Camille Girard, vous avez été reconnus coupables de tentatives d'escroquerie qualifiée, de fraude d'entreprise et d'association de malfaiteurs. Compte tenu de la gravité des faits,
de la préméditation évidente et de l'historique de conduite similaire, je vous condamne tous deux à 6 ans de réclusion en régime de détention ferme. Léonard tenta de protester mais fut réduit au silence par le juge. Outre la peine privative de liberté, vous rembourserez intégralement les victimes des escroqueries antérieures identifiées pendant l'enquête. Tous vos biens seront bloqués et liquidés à cette fin. Camille baissa la tête, vaincu. Alors qu'ils étaient emmenés hors de la salle, Léonard lança un dernier regard à Raphaël. Ce n'était plus de la haine ou de l'arrogance. C'était vide. Le regard de quelqu'un qui a tout perdu. Inspiré par le courage de Julia, Raphaël décida de faire quelque chose de plus grand. Il créa le programme Talent Invisible, une initiative qui offrait des bourses d'études complètes aux enfants des employés des entreprises participantes. Le programme comprenait non seulement l'éducation, mais aussi des mentorats, des cours, de formation professionnelle et un soutien psychologique. La réponse fut immédiate. Des dizaines d'entreprises adhérèrent à l'initiative et en moins d'1 an, plus de 200 enfants et adolescents recevaient des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. L'histoire de Raphaël et Julia fit les gros titres. Des magazines d'affaires écrivirent des articles sur la façon dont un geste d'honnêteté avait sauvé un empire et inspiré une transformation sociale. Raphaël fut invité à des conférences, des émissions de télévision, des événements d'entreprise. Il emmenait toujours Julia avec lui attribuant le mérite du courage qui avait tout changé. La jeune fille, maintenant âgée de 16 ans, avait appris à parler en public avec la même confiance qu'elle avait montré ce jour fatidique dans le Penthouse. 1 an après le procès, Raphaël reçut une notification inattendue. Léonard, maintenant en prison, avait demandé une visite. Raphaël hésita. Une partie de lui voulait refuser, voulait laisser Léonard pourrir seul avec ses choix. Mais une autre partie, celle que Julia avait aidé à réveiller, ressentait de la curiosité. Il décida d'accepter, mais seulement si Julia était prête à l'accompagner. Elle accepta sans hésiter. La prison se trouvait dans la région parisienne, un complexe gris et intimidant entouré de hauts murs. Raphaël et Julia subirent 3 contrôles de sécurité avant d'être conduits à la salle des visites. Léonard était assis de l'autre côté d'une table métallique, portant un uniforme orange délavé. Il avait maigri, son visage était plus vieilli. Ses yeux avaient perdu cette lueur d'arrogance qui les avait toujours caractérisés. Léonard regarda Julia longuement avant de parler. « Merci d'être venu. Je sais que je ne le mérite pas. » Julia s'assit, gardant une posture droite. « Pourquoi avez-vous demandé à nous voir ?» Léonard soupira, passant ses mains sur son visage. « Parce que j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Vous ne m'avez pas seulement empêché de commettre une escroquerie, vous m'avez sauvé de quelque chose de bien pire. » Raphaël fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Léonard regarda ses propres mains. « Tech France Solutions, l'entreprise fantôme que nous avons créée. Ce n'était pas seulement la nôtre. Nous avions des associés, des personnes dangereuses, des personnes qui n'acceptent pas les échecs. Si nous avions réussi à voler votre entreprise, Raphaël, nous ne l'aurions pas gardée. Nous aurions dû reverser la majeure partie des bénéfices à ces personnes. Et si quelque chose avait mal tourné, s'ils avaient décidé que nous avions échoué, Camille et moi ne serions pas en prison. Nous serions dans une situation bien pire. » Julia traita l'information. « Vous dites que des personnes dangereuses étaient derrière l'escroquerie ?» Léonard acquiesça. « Très dangereuses. Quand nous avons été arrêtés, elles ont disparu. Elles se sont complètement volatilisées. Camille et moi avons coopéré avec la police. Nous avons livré tout ce que nous savions. Cela nous a valu une réduction de peine, mais plus important encore, cela nous a gardés en vie. Si l'escroquerie avait réussi, nous aurions finalement déçu ces personnes. Et alors ?» Il ne compléta pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Raphaël se pencha en arrière dans sa chaise, surpris. « Alors, vous nous remerciez de vous avoir empêchés ?» Léonard esquissa un sourire amer. « Oui, je sais que cela semble étrange. J'ai tout perdu. Ma liberté, ma réputation, mes biens. Mais je suis en vie, et pour la première fois depuis des années, je peux dormir sans craindre de me réveiller avec un problème que je ne peux pas résoudre. » Julia regarda Léonard dans les yeux. « Vous sortirez d'ici dans quelques années. Que ferez-vous » Léonard resta silencieux un instant. « Recommencer. Pour de bon, cette fois. Sans raccourci, sans arnaque.
Je sais que ça semble improbable, mais la prison m'a donné le temps de réfléchir, de réaliser que la cupidité m'a consumé. Camille ressent la même chose. Nous suivons des cours ici, nous travaillons à la réinsertion. Peut-être que, quand nous sortirons, nous pourrons faire quelque chose d'utile de nos vies. La visite se termina peu après. Sur le chemin du retour, Julia resta silencieuse, traitant tout ce qu'elle avait entendu. Raphaël finit par demander « À quoi pensez-vous » Julia regarda par la fenêtre de la voiture. « Je pense que les gens sont compliqués. Léonard a essayé de nous voler. Il a fait du mal à beaucoup de monde. Mais il est toujours humain. Il peut encore changer. Je ne sais pas si je pardonnerai ce qu'il a fait, mais je peux avoir de la compassion pour la personne qu'il pourrait devenir. » Raphaël sourit. « Vous êtes plus sage que beaucoup d'adultes que je connais, Julia. » La jeune fille haussa les épaules. « J'ai juste appris à faire. Attention. Comme vous le dites toujours, les détails comptent. » 2 mois plus tard, Raphaël avait une autre surprise de prévue. Il convoqua une réunion avec Marianne et Julia dans son bureau, le même où tout avait commencé. Quand elles arrivèrent, un avocat était présent, tenant un porte-document. « J'ai quelque chose pour vous deux, » commença Raphaël. « Marianne, voici l'acte de propriété d'un appartement. 3 chambres, 2 places de parking, dans un excellent quartier du sud de Paris. Il est entièrement payé et meublé. Il est à vous. » Marianne resta sans voix, les mains tremblantes, en prenant le document. « Monsieur Raphaël, je ne peux pas accepter cela, c'est trop. » Raphaël secoua la tête. « Vous pouvez et vous allez accepter. Vous avez changé ma vie, Marianne, vous et votre fille. C'est juste une petite façon de vous remercier. » Puis, il se tourna vers Julia. « Et vous, Julia? Le fonds fiduciaire que j'ai créé a une valeur supérieure à ce que j'avais mentionné à l'origine. Quand vous aurez 18 ans, vous y aurez un accès illimité. Ce sera suffisant pour payer n'importe quelle université. Et il vous en restera pour commencer votre propre vie, comme vous le choisirez. » Julia sentit ses yeux s'embuer, mais elle garda sa voix ferme. « Merci, monsieur Raphaël, mais je promets que j'utiliserai tout cela pour faire une différence dans la vie d'autres personnes. Je n'oublierai pas d'où je viens. » Raphaël sourit. « Je sais que vous ne l'oublierez pas. C'est pourquoi je vous fais confiance. » 3 mois plus tard, Raphaël inaugura l'Institut Julia Dubois, un centre éducatif à but non lucratif dédié à offrir une éducation de qualité, un mentorat et un soutien aux jeunes issus de milieux défavorisés. Le bâtiment était moderne, équipé de laboratoires, d'une bibliothèque, de salles informatiques et d'espaces de vie. Lors de l'inauguration, plus de 500 personnes étaient présentes, y compris des entrepreneurs, des éducateurs, des représentants du gouvernement et, plus important encore, des dizaines de familles qui bénéficieraient du projet. Julia fut invitée à prononcer le discours d'ouverture. Elle monta sur scène, regardant la foule, et sentit pour la première fois qu'elle appartenait vraiment à ce moment. Elle commença à parler de visibilité, de la façon dont tant de personnes talentueuses vivent en marge, invisibles pour ceux qui ont le pouvoir de changer leur vie. Elle parla de courage, de la façon dont faire ce qui est juste n'est jamais facile, mais en vaut toujours la peine. Et elle termina par une réflexion qui fit taire toute l'assemblée. « Il y a 1 an, j'étais juste une jeune fille qui vivait à l'arrière d'un penthouse. Personne ne me voyait. Personne ne me connaissait. Mais j'ai fait attention. Et quand j'ai vu quelque chose qui n'allait pas, j'ai décidé d'agir, même avec peur. Aujourd'hui, je suis ici parce que quelqu'un a reconnu la valeur de cela. Mais combien d'autres Julia existent là-bas? Combien de talents sont cachés n'attendant qu'une opportunité? Cet institut n'est pas à propos de moi. Il est à propos de toutes ces personnes invisibles qui méritent d'être vues. » L'applaudissement fut assourdissant. Raphaël, observant depuis un coin, ressentit une émotion authentique qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il avait bâti un empire financier, mais Julia était en train de construire quelque chose de bien plus grand. Elle changeait des vies, inspirant une véritable transformation. Les mois suivants furent intenses. L'Institut accueillit sa première promotion de 100 élèves. L'impact fut immédiat. Des enfants qui n'avaient jamais eu accès à une éducation de qualité commencèrent à s'épanouir. Des adolescents qui étaient sur le point d'abandonner leurs études trouvèrent un but. Des familles entières furent transformées par l'opportunité que leurs enfants reçurent. Julia,
maintenant âgée de 17 ans, partageait son temps entre ses propres études et le travail bénévole à l'Institut. Elle encadrait des élèves plus jeunes, partageait son histoire, inspirait les autres à croire en eux-mêmes. Son propre parcours à l'école d'élite s'était terminé avec les honneurs. Elle fut diplômée comme oratrice de sa promotion, recevant des prix dans toutes les matières principales. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'elle recevait son diplôme, Julia regarda l'assemblée et vit sa mère, les larmes de fierté aux yeux. À ses côtés, Raphaël applaudissait avec un enthousiasme sincère. Julia réalisa à ce moment-là à quel point sa vie avait changé, non seulement financièrement, mais à tous égards. Elle avait appris que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans le courage de faire ce qui est juste, dans le caractère de ne pas plier devant l'injustice, dans la capacité d'utiliser les opportunités reçues pour élever d'autres personnes. Quelques mois plus tard, pour le 18e anniversaire de Julia, une petite célébration eut lieu dans l'appartement que Raphaël avait donné à Marianne. C'était un espace accueillant, plein de lumière et décoré avec goût. Raphaël était présent, ainsi que quelques amis que Julia s'était fait à l'école et à l'Institut. Quand vint le moment de couper le gâteau, Raphaël demanda le silence pour porter un toast. « Il y a 2 ans, ma vie était sur le point de s'effondrer. J'avais bâti un empire, mais j'étais sur le point de le perdre à cause de personnes en qui j'avais confiance. C'est une jeune fille de 15 ans, quelqu'un que la société considérerait comme invisible, qui m'a sauvé. Non seulement elle a sauvé mon entreprise, mais elle m'a appris quelque chose de bien plus précieux. Elle m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en argent, mais en intégrité, que le courage n'a pas d'âge, et que parfois, les personnes les plus importantes sont celles que l'on ne voit pas au premier regard. » Julia sourit, ressentant une profonde gratitude. « Merci, monsieur Raphaël, pour tout. Pour avoir cru en moi, pour avoir donné des opportunités, pour m'avoir montré que faire une différence est possible. » Raphaël leva son verre. « Non, Julia, merci à vous pour m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. À Julia et à toutes les personnes invisibles qui attendent leur chance de briller. » Tous trinquèrent, et à ce moment-là, Julia comprit pleinement la dimension de ce qui s'était passé. Sa vie avait changé, oui, mais plus important encore, elle avait changé la vie de nombreuses autres personnes, et elle continuerait de changer, car elle avait maintenant non seulement l'opportunité, mais aussi la détermination de faire une différence dans le monde. Pendant que la fête continuait, Julia s'éloigna un instant et alla jusqu'à la fenêtre de l'appartement. Elle regarda la ville, en contrebas, les milliers de lumières qui brillaient dans la nuit de Paris. Chaque lumière représentait une vie, une histoire, un potentiel. Combien de Julia étaient là-bas, n'attendant qu'une chance? Combien de talents invisibles attendaient d'être découverts? Elle se fit une promesse silencieuse. Elle utiliserait chaque ressource, chaque opportunité, chaque privilège qu'elle avait reçu pour éclairer le chemin d'autres personnes. Car au final, ce qui importait n'était pas combien on avait, mais combien on donnait. Ce n'était pas d'où l'on venait, mais où l'on menait les autres. Ce n'était pas d'être vu, mais d'aider les autres à être vus. Et avec cette ferme conviction dans son cœur, Julia retourna à la fête, prête à célébrer non seulement son anniversaire, mais le début d'un voyage bien plus grand. Un voyage de transformation, de justice, d'espoir. Un voyage qui prouvait que l'honnêteté et le courage sont les forces les plus puissantes pour changer le destin, quelle que soit l'origine sociale. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Julia et Raphaël a touché vos cœurs. Ce voyage nous montre que la vraie force réside dans le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, et que chacun de nous a le pouvoir de transformer non seulement notre propre vie, mais la vie de nombreuses autres personnes. Si cette narration vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des contenus uniques qui célèbrent la complexité de la vie et le meilleur de l'être humain. Laissez en commentaire quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué. Votre participation est essentielle pour notre communauté. À la prochaine histoire.